Eh bien, c'est messieurs dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue sur la chaîne Mes Vieilleries où je parle de jeux de société ou de musique, et je fais parfois des vlogs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on ouvre le Final Fantasy Cloud, en fait le deck Commander de l'exécrable jeu Magic l'Assemblée, qui néanmoins sent bon, hein, comme toutes les cartes neuves, ça sent toujours bon. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah on commence tout de suite, parce que sinon ça va faire encore plus d'une heure, et je ne veux pas. Donc Cloud, moi c'est vraiment... Avec Tidus, c'était les deux decks qui me faisaient le plus envie quand les 4 sont sortis. Donc ce sera la dernière vidéo là des 5 que j'ai faites. J'en ai fait une pour présenter le produit, et les 4 autres en fait sont des ouvertures et des détails de cartes, voilà. On lit ça ensemble. Transcendance, équipez des armes, faites monter votre force à plus de 7. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, hein, pour ceux ou celles qui auraient joué à cette licence, notamment dans le FF7, il y a cette histoire de limite. Cloud X Soldat qui coûte 2 génériques, un rouge, un vert, un blanc, parce que c'est un deck vert, rouge, blanc. Créature légendaire humain, soldat et mercenaire et mythique, une 4/4 célérité, quand Cloud arrive, attachez-lui jusqu'à un équipement ciblé que vous contrôlez. À chaque fois que Cloud attaque, piochez une carte pour chaque créature attaquante équipée que vous contrôlez. Puis, si Cloud a une force supérieure ou égale à 7, créez 2 jetons de trésor, ça a l'air d'être assez fort, donc ça va gonfler au moment, je pense, où on attaque. Il doit y avoir pas mal de cartes équipement. Bah, on va découvrir tout ça de toute façon, donc voilà, ça va chauffer. Formez votre arsenal avec Cloud et combattez pour l'avenir de la planète. Cloudstrafe est un jeune homme qui se présente, ça on avait déjà lu, une organisation anti-Shinra, voilà, c'était Avalanche. Voilà, voilà. Donc tout est écrit derrière. On aura aussi un booster avec les fameuses 2 cartes. Je n'ai toujours pas pensé à aller voir à quoi ça correspondait, ces 2 cartes-là. Est-ce que c'est des cartes fixées? Je ne pense pas, parce que ça c'est quand même un booster. Donc bon, je verrai si je refais un contenu quelconque sur Final Fantasy, un de ces 4. Mais je pense pas que je ferai du... je vais me lancer dans du construit avec cet univers infini là, parce que bah, c'est 3 fois trop d'argent, quoi. 1000 fois trop d'argent. J'avais voulu faire du Seigneur des Anneaux en construit, faute de ne jamais avoir trouvé à disponibilité, parce que tout avait été acheté, les commandeurs Seigneur des Anneaux. Mais je regrette en fait, parce que c'est Magic, donc c'est un jeu de merde. En plus, j'y joue pas. J'ai fait 3 parties, et les 3 c'était exécrable. C'est-à-dire que vous dépensez jusqu'à 300 balles, 400 balles dans un jeu. Et les decks que vous faites sont pourris, quoi. C'est vraiment de la merde. Donc, pourtant, on est plusieurs à avoir testé les jeux. On est plusieurs anciens joueurs de Magic à avoir testé ça, et on s'est vraiment regardé en chien de faïence en se disant, c'est vraiment ça, sérieux? C'est quelle merde, quoi. Bon, bah je pense que c'est Tifa, la deuxième, hein, commandant, là. Donc, on va sortir tout ça. Allez, et ensuite, on va attaquer. Alors, on a la boîte, bien entendu. On a la petite deck box, on a les 3 cartes jetons. Alors, je sais pas trop à quoi ça correspond toujours. On va sortir le deck délicatement. On a la petite notice et on a El Famoso Booster. Je me demande s'il y a un problème, vous savez, avec ce genre de produit. Si vous dites, ah bah en fait j'ai pas mon booster, chez qui il faut se plaindre? À mon avis, le revendeur s'en fout. Il me dit de contacter Magic, qui doit être contactable ici, là, son service France. Hasbro, et puis je sais pas ce qu'ils font là-haut, hein, parce qu'ils savent très bien que ces cartes-là prennent de la valeur, donc ils doivent se dire, ouais, bon, soit les scalpers, soit les petits malins, ils vont essayer de nous faire croire qu'ils ont pas telle carte pour l'avoir en double, ou je sais pas quoi, donc ouais, je sais pas trop comment ça se passe. Toutes ces histoires de TCG, ça fatigue, hein. Alors, on a encore un joli dessin qui est, à mon avis, issu peut-être vous savez, des artworks du remake sur les nouvelles consoles, là, du 7. Donc, en tant que ces créatures ont au moins cette force, leurs capacités s'en trouveront décuplées. Avec Tifa, experte en arts martiaux dans votre groupe, vos cogneurs participeront à 2 combats au lieu d'un. Utilisez cette grande variété d'équipements et la force monumentale de vos alliés pour passer en force sur le champ de bataille. Ça a l'air intéressant. Pour l'instant, je crois que c'est... Ouais, je crois que c'est Tidus qui m'a le plus impressionné, quoi. Donc Cloud ex-soldat, présente comme un ancien membre de l'unité soldat, donc d'élite de la compagnie Shinra. En réalité, il n'était qu'un soldat ordinaire, mais il y a 5 ans, une expérience de la Shinra a gravé de faux souvenirs dans son esprit. Quand il s'est engagé comme mercenaire par l'organisation anti-Shinra Avalanche, il apprend que Sephiroth, son ennemi juré responsable de la destruction de sa ville natale, est encore en vie. Aujourd'hui, il le traque pour régler ses comptes. Ouais, je crois qu'il est dans le deck quand même. Tifa, experte en arts martiaux. J'aimais bien cette perso, Tifa.
Tifa Lockhart est la barmaid du 7ème ciel à Midgar, mais aussi une des membres d'Avalanche. Après des années passées à s'entraîner au combat à main nue, elle peut facilement mettre KO quiconque ose la défier, elle éprouve des sentiments pour Cloud, son avis d'enfance, mais se méfie des souvenirs étranges qu'il possède de leur passé commun. Bien qu'elle puisse sembler extravertie, Tifa est en réalité de nature réservée et lutte d'ordinaire seule contre ses propres tourments. Elle parvient néanmoins à maintenir une façade enjouée au prix de quelques efforts. Bon allez, on va lire, ça c'était juste le petit texte d'ambiance. On s'en fiche, mettre ça là. Clac. Et maintenant, eh ben écoutez, on va s'ouvrir ça. Mais ah oui, c'est ça, c'est les decks qui sont noirs. Donc moi j'ai les normaux, parce que je crois que c'était vers juin ou juillet. Oh excellent, les jetons soldats. Vers juin ou juillet, tout le monde avait déjà mis main basse en fait. Je crois que si vous voulez, la totale c'était 600 ou 700 balles, les 4 commandeurs en foil, donc c'était comment on appelle ça, les éditions limitées, là. Toutes les cartes étaient foil apparemment. Bon, je sais pas qui peut jouer avec ça, hein, parce que avec un mauvais éclairage, personne ne lit. Et puis ensuite, vous avez les gens normaux qui ont pu s'acheter les starters normaux, c'est-à-dire avec des cartes lisibles. Bien que ce soit très joli, hein, le foil, je n'en dis convient pas, je sens. Oh la vache, les cartes neuves de toute façon, ça c'est vraiment quelque chose. Oh la vache. Putain, dire qu'il y a des personnes qui connaîtront jamais ça de leur vie, quoi. Allez, on va pré-sliver ça avec les top loaders et non pas les side loaders de chez Perfect Fit. J'ai vu que chez Saphir, il y avait du Perfect Fit sympa, mais qui rentre pas forcément ensuite dans du Dragon Shield, donc faut faire gaffe. Moi, je préconise toujours les Perfect Fit Dragon Shield, si vous slivez comme moi ensuite en Dragon Shield. Donc c'est toujours mieux, puis en même temps, voilà, y a pas, comme ça on se trompe pas, et il n'y a pas de souci. Alors, donc, bah, lui, hop, on va commencer directos à le protéger, on vient de le lire, et Tifa m'intéresse pas mal. Donc déjà, ça c'est un piocheur, mais de fou furieux. En plus, célérité, s'il pète, vous le mettez en arrière, vous payez le coup du commandant, vous le refaites venir, il peut déjà re-attaquer. Je pense que c'est vraiment quand même une carte, ouais, vraiment très forte. Et donc Tifa, alors attendez, je vais la protéger, parce qu'elle est vraiment jolie. Je suis pas trop jeu de cartes à dessin, moi, mais je suis plutôt précédence, Decipher, tout ça. De vrais jeux, quoi. Alors, Tifa experte en arts martiaux. Qui coûte 4, donc un générique, un vert, un blanc, un rouge. Créature légendaire humain et moine mythique, une 4-4 mêlée. Donc à chaque fois que cette carte créature attaque, elle gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour pour chaque adversaire que vous avez attaqué pendant ce combat. Ouais, donc potentiellement juste plus 1 quoi, ok. Ouais, donc ça fait une 5-5 finalement. À chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez de force supérieure ou égale à 7 inflige des blessures de combat à un joueur, dégagez toutes les créatures que vous contrôlez. Si c'est la première phase de combat pendant un tour, il y a une phase de combat supplémentaire après cette phase. Oh, d'accord. Ah ouais, je comprends le projet, quoi. Putain. Oh la vache. Ah ouais. Oh. Ah bah, mais ce deck, mais ah d'accord, donc j'ai compris. Ils veulent vraiment qu'on roule dessus, quoi. Pour l'instant, j'ai vraiment l'impression que c'est Y'shtola la plus faible. Peut-être que j'ai pas encore assez travaillé le sujet, mais bon. On verra ça plus tard. Voilà, on va commencer avec tous les terrains. Donc on va revoir les mêmes sempiternels terrains qu'on voit déjà depuis les 3 autres vidéos que j'ai fait sur le sujet. Donc je suis désolé, hein. Je prends un peu mon temps pour pas les abîmer, mais bah, je vais papoter, voilà, du temps. Ah oui, voilà, bah, je vais papoter d'un truc, papoter de Magic. Il y en a quelques-uns qui m'ont fait la réflexion, ah mais t'as pas l'air d'aimer Magic, alors pourquoi t'achètes du Magic? Bon, ils ont toujours rien compris en fait, hein. Ça se voit que c'est des gens qui tombent sur ma chaîne pour la première fois. Je leur en veux pas, hein, c'est le jeu de YouTube, voilà, on connaît pas le créateur de contenu qui parle, donc automatiquement, si on le connaît pas, bah déjà on dit de la merde. Et en plus de ça, on n'a pas aussi le temps d'aller voir ces 900 autres vidéos sur lesquelles, sur 200 d'entre elles, il a pu potentiellement parler de Magic. Donc effectivement, c'est fatigant. Moi, j'ai pas envie de me fatiguer à répondre à des stricts inconnus, voilà, surtout quand ils sont désagréables, donc ça ne m'intéresse pas. Mais le temps que je fasse un petit peu, enfin le temps que je sleeve un peu les différents terrains que vous voyez là, ah je crois que celui-là il est peut-être nouveau, ouais. Je n'ai pas souvenir qu'on l'avait déjà vu sur Tidus celui-ci. Peut-être que je me trompe, mais ouais. Donc ouais, Magic, moi j'ai joué j'ai collectionné de 96 à 99 et j'ai joué de 99 à 2003. Et en parallèle, je collectionnais Star Wars TCG, j'ai commencé l'OTR TCG.
Pokémon un petit peu, et rien à faire, hein. Magic est probablement, si c'est pas le jeu le plus nul TCG, quoi, d'affrontement, au moins un des jeux les plus éculés, dépassés, mécaniquement complètement aux fraises, et inintéressant au possible, sur lequel on a peu de gestion au niveau de l'aléatoire. La chance et la malchance ont un trop grave impact dû au fait justement des cartes qui génèrent en fait de l'argent pour payer d'autres cartes, à savoir leur système de mana à la con là. Donc non, c'est de loin le jeu que j'ai détesté le plus de ma vie. Si j'en achète là, donc je l'ai fait déjà avec Warhammer 40 000, j'ai trouvé les decks au dernier moment, mais que en anglais. Je crois qu'ils ont sorti en français aussi, mais ils doivent être très limités. Là, je me suis dit, voilà, comme je suis un joueur de Warhammer, de la licence Warhammer depuis mes 8 ans, j'en ai 40, je la ponce. Et donc ça, donc tour de commandement, on l'avait vu, hein, je passe hein, complètement. Vous regarderez les autres vidéos si vous avez envie, mais bon, c'est pas très intéressant. Final Fantasy étant une des licences que j'ai le plus poncé aussi quand j'étais petit, eh bien, je me suis dit, ah ouais, non, il faut que je puisse choper en fait ça, parce que c'est juste les designs de cartes Magic, moi, m'insupportent, le jeu m'insupporte, mais bon, ce que je disais en préambule, là, sur la première vidéo qui parlait de ça, je disais que c'était quand même un jeu qui, globalement, en fait, avait une fonction assez intéressante, c'est celle d'être assez pauvre techniquement et mécaniquement pour pouvoir s'adapter à n'importe quelle thématique. Donc c'est ça qui est cool. Et d'ailleurs, ils s'en sont jamais cachés hein, depuis le début. Je me rappelle vers Antiquities, Chronicles, Ère Glaciaire, Mirage, toutes ces années-là, ça devait être vers 96, je crois. Il y avait déjà un jeu sur PC, il y avait des bouquins qui étaient sortis de Magic, de souvenirs aussi, où on voyait en fait que c'était une sorte de multivers, donc partant de là, si vous voulez, voilà. Et c'est aussi ça que j'aime pas chez Magic, et que je n'aime pas aussi sur la marque PlayStation, notamment, qui est Sony, c'est qu'en fait, il manque cruellement en fait d'une identité, ce jeu. C'est vraiment... Enfin, vous avez l'impression en fait qu'il y a zéro identité, quoi. Il y a des marques comme ça, là, qu'est-ce que vous voulez. Il y a toujours des couillons qui viennent nous dire ah mais non c'est le meilleur jeu parce que c'est le premier jeu. Ah oui d'accord, vous êtes en mode Metallica et Judas Priest, c'est les premiers à avoir fait du trash et du heavy, donc c'est les meilleurs. Ok d'accord. Je vois le niveau. Ok. Donc c'est pour ça que moi je peux pas parler si vous voulez, à des gens qui s'énervent tout de suite, ça sert à rien. Reliquaire de la jungle. Je sais même pas si on l'avait vu celui-ci, ce que voit de l'ascendance, moi j'aime pas cette carte mais elle est jolie. Et là c'est un terrain, ce terrain est engagé, arrive en jeu engagé, donc on l'engage et on fait soit un rouge, soit un vert, soit un blanc, c'est pas mal, je pense que ça aurait pu être... Ah bah non, il n'y a pas de rouge. Bah oui, c'est la première fois qu'on a ce truc-là, donc c'est pour ça que... Enfin, ce mélange-là, rouge, vert, blanc, c'est pour ça qu'on le voit pour la première fois. Donc voilà, Magic est vraiment inintéressant au possible comme jeu, c'est un truc de fou furieux. En plus, c'est un jeu qui vaut un bras. Étendu, sauvage, en évolution, on l'avait déjà vu. Terrain, sacrifice terrain, chercher, blablabla, mélanger, ok. Et ouais, j'ai pas que ça à faire, quoi, de jouer à Magic. Par contre, sur les jeux de Garfield, oui, Netrunner, qui fait partie des meilleurs TCG au monde, effectivement, qui est sorti 3 ans après Magic. Magic, c'était 93 de souvenir. Ensuite, en 95, il y avait Jihad, donc Vampire. Très, très bon jeu, mais qui nécessite d'être joué à plusieurs pour être vraiment intéressant. Plus qu'à deux, on va dire. Normalement, c'était 5. Hein. Depuis la refonte, là, je crois que c'est jouable maintenant de jouer à 2 aussi de manière assez équilibrée. Alors, botte de pionnier, ça coûte 2, c'est un artefact équipement. La créature équipée a traversé des terrains non base, ok. Équipement 2, ok. Ah bah c'est vachement bien ça. Ça veut dire qu'en plus de ça, vous attaquez avec des cartes super fortes, et en plus vous passez, parce que regardez, il y a plein de terrains dans tous les decks Commander qui n'ont pas de. qui ne sont pas des terrains base, quoi. Faut faire gaffe parce qu'il y a des terrains qui paraissent non base, mais c'est quand même pas marqué terrain plaine et île par exemple, donc ça c'est quand même terrain base, quoi. Donc après 95 Jihad, il y a eu 96 Netrunner. Netrunner c'est une folie ce jeu, vraiment c'est... Bah même Richard Garfield dit que c'est son meilleur jeu. Pour lui, le meilleur jeu qu'il a créé dans sa vie, c'est Netrunner, quoi. Anneau solaire, on rajoute 2 incolores quand on l'engage, ça coûte 1 en artefact, ok. Voilà. Puis après je passe, hein, je sais plus comment il s'appelle, Battletech. Battletech, je crois pas avoir joué. J'ai vu les cartes, mais je crois que jamais j'ai joué. Ça a l'air marrant, mais sans plus. J'ai joué pas mal à Keyforge, mais c'est assez déséquilibré malheureusement. Pince crâne, ça coûte 1, un artefact équipement Unco, la créature équipée gagne plus 1, moins 1 à chaque fois que la créature équipée meurt. Piocher 2 cartes et équipement 1, c'est vachement bien ça. Oh, ça va sentir le deck Blitzkrieg même.
Allez, encore un artefact Enko qui s'appelle Masque de la Mémoire. Ça coûte 2 mana. Équipement, à chaque fois que la créature équipée inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez piocher 2 cartes. Si vous faites ainsi, défaussez-vous d'une carte équipement 1. Ok, d'accord. Donc en plus de ça, avec Cloud, avec les cartes qu'on va trouver, on pioche, on pioche, on pioche. Oh là là, ça va être génial, quoi. Enfin, je dis ça, ça se trouve, je le jouerai jamais. J'ai quand même d'autres chats à fouetter avec des jeux plus intéressants, faut pas déconner. Jambière d'éclair, ça coûte 2. Artefact équipement, la créature équipée a la célérité et le linceul. Elle ne peut pas être cible de sort ou de capacité. C'est ça, linceul. J'avais jamais entendu parler de ce terme. Équipement 0. Waouh, bah c'est un truc monstrueux, quoi. Ça peut vraiment bien protéger une grosse bestiole que vous sortez. Vous mettez 2 de plus, en plus c'est 0 en équipement. Ok. Encore un équipement, qui est un artefact, donc Enko, qui coûte 2. La créature équipée gagne plus 2, plus 1. C'est l'héritage du héros. Tant que la créature équipée est légendaire, elle a le piétinement et la célérité. Ok, équipement 2, d'accord. Mais sachant que... Ah, c'est Red 13, là. Vous l'avez reconnu. Rouge 13, quoi. Excellent. Tête de chien, là. Ben, ouais. D'ailleurs, pourquoi on dit l'héritage du héros? Il y a un H, donc ça doit être le héritage. L'héritage du héros. Le héritage du héros. Ouais. Techniquement, on devrait dire le héritage du héros, mais bon. Ben, ça, c'est pareil, hein. Vu qu'elles vont être toutes légendaires... Ah, yes, un petit Cloud en gros plan, là. Allez, fais-moi le putain de... Voilà. Lame de héros, ça coûte 2, artefact équipement Enko, la créature équipée gagne plus 3, plus 2 à chaque fois que la créature légendaire que vous contrôlez, qu'une créature légendaire que vous contrôlez arrive, vous pouvez lui attacher cet équipement. Alors, si je ne m'abuse, c'est l'histoire des commandants, ça, arriver. C'est pas arrive en jeu comme une créature qui a été invoquée, donc ça veut dire que ça cible qu'un commandant qui reviendrait, quoi. Ou alors, sinon, vous payez l'équipement 4 et vous l'attachez à une créature ciblée. Point. D'accord, donc en fait, c'est le commandant qui arrive, donc immédiatement, vous pouvez lui gagner plus 3, plus 2, mais sinon, vous lui payez pour 4. D'accord, ok. Je pense que ça doit être ça. Dites-moi en commentaire si je ne m'abuse, si je ne me trompe, par hasard. Allez, ça va commencer à glisser, ça me fait chier. Longue vue de l'explorateur, artefact équipement 1, une commune. Donc un mana, à chaque fois que la créature équipée attaque, regardez la carte du dessus de votre bibliothèque. Si c'est une carte terrain, vous pouvez la mettre sur votre, sur le champ de bataille. Engagé. Ok, équipement 1. Mais ce serait pas bourrin, ça? C'est complètement fou. C'est complètement fou. Si en plus on met ça sur une vol, en tout cas une créature protégée qui peut... Enfin putain, ça peut être... Enfin, ça pop par myriades, là, les créatures, c'est pas possible. Enfin, j'imagine qu'il y a... C'est un deck quand même basé sur des créatures, donc il y aura peut-être pas à chaque pioche, enfin à chaque fois qu'on fait la capacité, mais c'est... Allez, marteau colossal, ça coûte 1, artefact équipement Unco, la créature équipée gagne plus 10 et perd le vol. Équipement 8. Ok, d'accord. Ok, je vois le genre, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Équipement 8. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir un truc... Tiens, bah voilà, Cloud. Quand il arrive, attachez-lui jusqu'à un équipement ciblé que vous contrôlez. C'est un équipement, donc vous le payez pour 1, et ensuite au lieu de payer les 8, bim, ça arrive sur Cloud. Bon, ça va être complètement pété, hein, ce jeu, je crois. Caché d'ésotérisme, c'est un artefact qui coûte 2, qui n'est pas un équipement, c'est un commun. Et donc quand on l'engage, on ajoute le malade de la couleur bien du deck, je crois. L'identité de la couleur du commandant, ouais, c'est ça. Ok. Alors, on a un artefact équipement à couleur, cette fois-ci frappe devant Behemoth. Ok, donc ça coûte un générique, un vert et un blanc. La créature équipée gagne plus 2, et a le piétinement et le lien de vie équipement 3. Alors pour le piétinement, ouais, c'est pas mal, même le lien de vie. Hein. Moi je trouve ça bien, c'est pas très cher pour ce que ça produit. Allez, c'est une carte verte, croissance fluctuante. Ben, on connaît ça, hein. C'est vieux comme le monde. Ça coûte un générique et un vert, et rituel. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, mettez-la sur le champ de bataille engagé, puis mélangez. Un petit accélérateur, voilà, économique. Ensuite, Sapiens Naturaliste, qui est une carte rituelle qui coûte un générique et un vert. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de forêt, mettez-la sur le champ de bataille, puis mélangez. Ok. Bon, ça, on l'avait déjà vu sur...
Sur Tidus peut-être, je sais plus. Je crois qu'on l'avait déjà vu. Hein. Attends, là on aura vu 400 cartes. Oh elle est jolie là cette Aeris, regardez. C'est joli. Allez, merde, purée, voilà. Harmonisation, pour 4. Donc ça coûte 2 génériques et 2 verts, rituel. Unco, piocher 3 cartes. Ouh. 2 génériques, 2 verts, piocher 3 cartes. Ça coûte peut-être un vert de trop. Je sais pas. Je sais pas trop quoi penser là. Culture, ça coûte 2 génériques et un vert rituel. En commune, cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base. Révélez ces cartes, mettez-la sur les champs de bataille. Mettez-en une sur le champ de bataille engagé et l'autre dans votre main, puis mélangez. Bah ça par exemple, ça c'est bien. Accélérateur aussi de thunes. Mais je trouve que c'est mieux que celle-là, la harmonisation. Mais bon, ça fait pas la même chose, mais je sais pas. Le fait que ça coûte un de moins de vert, déjà, ça change tout. Carte rouge, salve Vandal avec un Bow Cloud. C'est un rituel rouge unco. Détruisez un artefact ciblé que vous ne contrôlez pas. Surchargez 4 génériques et 1 rouge. Vous pouvez lancer ce sort pour son coup de surcharge. Si vous le faites ainsi, remplacez ciblé par chaque dans son texte. D'accord, oui. Ah, j'avais déjà vu ça, mais c'était il y a longtemps que ça remonte, ça. Une des séries qui il y a quasiment 20 ans. Hein. Je sais plus, ouais, surcharge, c'est ça, ouais. Détruisez un artefact, détruisez tous les artefacts que vous ne contrôlez pas. Ouais, ça peut être vraiment très violent. Hein. Ouh là là que c'est violent. Ascension furieuse, ça coûte 3, donc on est sur du 2 générique et un rouge unco enchantement. Donc au début de votre phase de fin, si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez jouer cette carte jusqu'à ce que vous exiliez une autre carte avec cet enchantement. D'accord. Donc, dès que vous avez un gars qui a plus de 4 en force, vous virez la carte du dessus et vous allez pouvoir la jouer. Sauf si vous refaites ça à l'étape de fin d'après, où vous remettez une autre carte en exil, du coup vous ne pouvez plus faire sur la première. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Bon, ça vous laisse la possibilité d'avoir une main un peu plus grosse en fait, donc ouais, c'est cool. Allez, une carte blanche là, rendez-vous secret. Wouhou, Tifa et Cloud. On est sur 3 mana, donc 1 générique et 2 blancs. Rituel unco, vous et un adversaire ciblé, piochez chacun 3 cartes, c'est nul. J'aime pas du tout ça, c'est le genre de carte que... non, ça passe pas trop avec moi ça. J'aime pas donner des cartes d'advantage comme ça chez un adversaire. Enfin, je sais plus si c'est le terme carte d'advantage, mais bon. Expédier avec sa superbe auto. Donc c'est une éphémère. On voit Cloud, Unco. Un blanc, engager une créature ciblée, c'est toujours bien. Et art des métaux. Si vous contrôlez au moins 3 artefacts, exilez cette créature. Ça va être jouissif à jouer. Génial. Ça coûte pas cher, éphémère. Nickel. Très 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 bonne carte, je pense. Allez là. Je vais essayer d'appuyer un peu pour virer le reste d'air. Voilà. On va faire une deuxième pile, je pense, parce que ça commence à me gaver. Ah yes, c'est Barrett, créature légendaire humaine et rebelle. Elle a l'air d'être unique, celle-ci, au jeu. Ça fait partie des 25 cartes, vous savez, spécifiques au deck, je pense. C'est une 4-4 qui coûte 4, donc 3 génériques et un rouge. Full rouge, donc. Portée. Donc c'est un peu comme Waka hein, dans Tidus, il peut choper les vols. À chaque fois que Barrett Wallace attaque, il inflige au joueur défenseur un nombre de blessures égal au nombre de créatures équipées que vous contrôlez. Ah oui, d'accord. Ok. En plus de son attaque. Ok. Bon, ça ouais. J'ai bien compris qu'il fallait qu'on cherche à équiper. Hein. Allez, on a Zach Fair. Donc, c'est une créature légendaire, humain et soldat. Il coûte 1 blanc. C'est un Unco 0-1. Enfin, Zach Fair arrive avec un marqueur +1/+1 sur lui. Donc, ça devient une 1-2. Et pour 1 incolore, enfin 1 générique, je sacrifie Zach Fair. Une créature ciblée que vous contrôlez acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Mettez les marqueurs de Zach Fair sur cette créature et attachez un équipement qui était attaché à Zach Fair à cette créature. Ok, ouais. C'est pour aider une bestiole à devenir un peu plus puissante. Bon, c'est pas une carte méga géniale, mais bon, pourquoi pas, c'est rigolo. Quoi. Ligne de partage brûlée par le soleil, c'est un terrain qui n'est pas un terrain de base. Je paye un incolore, je l'engage, j'ajoute un vert, un blanc, c'est un rare. Hop, on va faire une nouvelle piste ici.
Bosquet de Solpétale, c'est une rare aussi, un terrain. Il arrive engagé à moins que vous ne contrôliez une forêt ou une plaine, et je paye, enfin je l'engage, et ça me fait un vert ou un blanc. Ok. Je suis pas très fan des... Je préfère les sideloaders, moi. Prairie de Solaire, on l'avait déjà vu, donc c'est un terrain rare, je paye un générique, je l'engage, j'ajoute un vert et un blanc. C'est bizarre qu'il y a vraiment des cartes, enfin des sleeves qui sont quelques microns plus courtes, et on a du mal en fait à rentrer les cartes. Alors, tour de l'industrie, elle est super belle, et c'est mythique hein, dans FF7, sur Midgar. Terrain, une rare. Je l'engage, j'ajoute un incolore. Je paye, enfin je l'engage sinon et je paye un point de vie, j'ajoute un mana de la couleur de mon choix. Je n'active que si je contrôle un artefact. Ok. Ben c'est globalement sympa. Par contre, ouais, ça implique que vous ayez quand même un artefact. Il y a l'air d'avoir quand même pas mal d'artefacts. Forteresse des tueurs. Ok. Terrain rare, j'engage, j'ajoute un incolore, et sinon je paye un rouge et un blanc. Je l'engage, une créature ciblée gagne plus 0 et acquiert la vigilance et la célérité jusqu'à la fin du tour. Ok, ben ça coûte un peu cher, mais vigilance et célérité, c'est quand même béton hein, pour ce jeu. Terrain des charognards, une rare, un désert. Je l'incline, j'ajoute un incolore, je paye 2, je l'incline, je sacrifie un désert, j'exile tous les cimetières. Donc pour l'instant, il n'y a que lui qui est désert hein, dans ce jeu, j'ai l'impression. Ça permet de jouer un petit peu à l'encontre d'un adversaire qui, comme nous, là, pourrait, comme par exemple le jeu de Terra, je crois, qui jongle énormément avec ce qu'il y a dans les cimetières. Ça peut être sympa. Prairie rocailleuse. On l'avait déjà vu, donc c'est un terrain rare, je l'engage, j'ajoute un incolore, sinon je paye un blanc ou un rouge, et ça me fait soit de blanc, soit de rouge, soit un blanc, un rouge. Mont enraciné. Sympa l'image. Terrain rare, ce terrain arrive en jeu engagé, à moins que vous ne contrôlez une montagne ou une forêt, et donc quand vous l'engagez, ça vous produit soit une montagne, enfin soit un rouge plutôt, soit un vert. Alors c'est marrant parce que de souvenir on avait, vous savez, les cartes créatures qui étaient aventure dans le premier Y'shtola. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo ou même d'autres vidéos. Et on avait une petite case aventure. J'ai l'impression qu'on peut jouer la carte soit pour le fait qu'elle soit créature, soit pour sa capacité aventure. Et là c'est vrai qu'à part dans Y'shtola, je crois qu'il n'y en a pas eu d'autres en fait, des cartes comme ça, en tout cas dans les decks Commander Magic FF. Valet de mousse-feu. C'est une rare, terrain. Je paye 1 générique. Je l'incline et j'ajoute un vert et un rouge. Voilà. Piste du gibier. Ok, très très joli. Terrain rare. Je me demande si c'était pas dans le casino là qu'on voit vers la fin du jeu dans FF7. Au moment où ce terrain arrive, vous pouvez révéler une carte de montagne ou de forêt de votre main. Si vous ne le faites pas, ce terrain arrive engagé. Sinon, vous l'engagez, vous faites un vert ou un rouge. Ouais, c'est l'équivalent de tous les autres terrains qu'on a vu passer sur les différentes, j'allais dire cultures, les différentes couleurs. Parce qu'à chaque fois, ils se sont bien débrouillés pour nous faire quand même des decks avec des synergies et puis des mariages complètement différents. Donc là, je suis en train d'en sliver une, j'ai pas lu comment elle s'appelait. Lassie, ah oui, on l'avait déjà eu ça. Calmerage, donc j'ajoute un blanc ou un rouge, et du coup, faut montrer une montagne ou une plaine de notre main, et si on peut pas le faire, ça arrive engagé. Ok. Village fortifié, terrain rare, au moment où ce terrain arrive, vous pouvez révéler une carte de forêt ou de plaine de votre main. Si vous ne le faites pas, ce terrain arrive engagé, donc pareil, sinon je l'engage, ça fait un vert ou un blanc. Ok, ok. Allez. Halière éclairée par le feu. Ça ressemble à une pagode le truc, hein, vous avez vu. Allez là. Terrain rouge, rare. Je l'engage, ça fait un incolore, ou sinon je paye un rouge ou un vert. Je l'engage, ça fait soit 2 rouges, soit 2 verts, soit un rouge, un vert. Allez, voilà. Voilà, je suis en train de galérer avec mon pied, excusez-moi. Verger exotique, on va pas le relire, c'est la même chose. Ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Qu'un terrain que votre adversaire pourrait produire. Ça, je crois qu'il y en a vraiment une par deck.
Rectorat du haut des falaises, terrain rare. Ce terrain arrive engagé à moins que vous ne contrôliez une montagne ou une plaine, et sinon vous l'engagez, vous faites soit un rouge, soit un blanc. Allez là. J'ai toujours peur d'en éclater une, laisse tomber. C'est pour ça quand même que je prends un peu le temps. Clairière de Scorie, qui est assez jolie aussi, qui est une carte terrain montagne et forêt, donc elle a les deux types de terrain de base, c'est une rare. Il arrive engagé à moins qu'on contrôle au moins 2 terrains de base, donc n'importe lesquels, mais du moment que ce soit des terrains de base, ça j'aime bien, c'est quand même assez fort, mais bon, tout dépend quand ça arrive, mais c'est vrai que par exemple tour 1 c'est pas grave de l'avoir, parce que ok vous payez rien, mais vous avez rien à payer en tour 1 généralement, sauf Zagfer, mais bon il est pas de la bonne couleur. Vue de la canopée, donc c'est une forêt et une plaine en même temps, c'est une rare, terrain arrive engagé avant qu'on contrôle 2 terrains de base, donc c'est la même chose mais donc pour le vert et le blanc. C'est assez joli ça. Petit palmier là. Ouais. Alors, broussaille, on l'avait déjà vu. Ajouter donc un terrain de base, rare. Enfin pas de base du coup, mais rare. On ajoute un incolore quand on l'engage, ou sinon on ajoute un vert ou un blanc. Et ça nous fait une blessure. Donc il y a déjà 2 terrains qui nous font des blessures là. Enclave des brideurs. Mais c'est du chocobo qu'on voit là-dedans. C'est vrai qu'on n'a pas eu de chocobo. Apparemment, les chocobos, on peut les avoir que soit dans les boosters, soit dans les boosters collector, où vous avez des chocobos uniques, ou je sais pas quoi. Comme ce qu'ils avaient fait avec les anneaux dans le Seigneur des Anneaux. Déjà, quand vous voyez le booster, il vaut 27 balles avec 10 cartes dedans, vous vous dites, est-ce que j'ai vraiment envie de dépenser mon argent là-dedans, quoi. Bref, j'engage, ça me produit un incolore, sinon je paye 3 génériques, je l'engage et je pioche une carte n'activée que si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4. Ok. Ça me paraît relativement cher, mais vu qu'on produit quand même pas mal souvent des manas facilement, des manas vous savez incolores, bah, l'incolore peut servir à payer du générique. Donc faut aussi avoir une... Ouais non, c'est pas folichon, faut avoir aussi une créature avec une force supérieure à 4. Vu la tournure des événements, que dirais-tu d'élever un chocobo? Chocobobile. Alors, forge de campagne, on l'avait déjà eu. C'est une rare terrain. Ajouter un incolore, sinon on ajoute un rouge et un blanc, et ça nous fait... Ou un blanc, pardon, et ça nous fait une blessure. Tac. Alors, épée de l'animiste, c'est une carte artefact légendaire équipement qui est rare, elle coûte 2. La créature équipée gagne +1/+1, à chaque fois que la créature équipée attaque, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, la mettre sur le champ de bataille engagé, puis remélanger, elle a équipement 2. C'est pas mal. Ça coûte que 2, ça booste un petit peu, ça vous fait aller chercher du terrain. Terrain de base, mais c'est bien, ça filtre. Non, j'aime bien. Après, c'est équipement 2, donc ça coûte quand même un petit peu d'argent, quoi. Statuaire inspiratrice. C'est un artefact rare qui coûte 3. Les sorts non artefacts que vous lancez ont l'improvisation, ce qui fait que vos artefacts peuvent aider à les lancer. Chaque artefact que vous engagez après avoir activé des capacités de mana paye 1. Après avoir activé des capacités de mana. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vos artefacts peuvent aider à lancer ces sorts. Donc tous les sorts non artefacts. Ok. Attendez, je suis en train de réfléchir à ce que je suis en train de lire, sinon je vais devoir prendre mon PC pour aller voir un petit peu plus de trucs. Peuvent aider à lancer les sorts. Chaque artefact que vous engagez après avoir activé des capacités de mana paye 1. Je sais pas ce qu'ils entendent par capacité de mana. Des artefacts en gros où il y a marqué que ça coûte tant de faire quelque chose. C'est-à-dire que vous l'utilisez, ensuite vous l'engagez, ça vous paye 1 pour les futurs sorts. Ok. Ça aide à payer les... En gros, ça aide à payer les sorts non artefacts à moins cher. Mais il faudrait que je vérifie ce qu'ils entendent par les capacités... Oula. Ce qu'ils entendent par payer les capacités de mana, quoi. Activer des capacités de mana, plutôt. Allez, plaque de sombracier, ça coûte 3, on voit Cloud, là. Une rare artefact équipement indestructible. La carte équipée à l'indestructible. Et équipement 2. Oh, ok. Donc en plus de ça, ouais, c'est pas mal du tout, hein. Même si ça coûte 5 au final. Protéger quelqu'un, si c'est Cloud qui se le met, il le met quand il arrive immédiatement. Il faut qu'il puisse arriver, sinon vous payez 2. Il y a toujours moyen, quoi, mais ça me paraît très fort, hein. Purée. Fléau du conquérant, ça coûte 2, un artefact équipement. On a tellement des artefacts qui est rare.
La créature équipée gagne +1/+1 pour chaque couleur parmi les permanents que vous contrôlez. Tant que cet équipement est attaché à une créature, vos adversaires ne peuvent pas lancer de sort pendant votre tour équipement 2. Ok. Tant que cette créature... Ah ouais, donc ça veut dire qu'elle peut monter à +3/+3 déjà. Et... Ah ouais, donc ça veut dire que durant notre tour, ils peuvent pas faire de contre-sort, pas d'éphémère, pas de... Oh là 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 là. Oh ouais. Oh. Attends, mais putain, le niveau des Arthos là-dedans, c'est complètement barge, quoi. Oh. Putain, je m'extasiais déjà sur Tidus, mais alors celui-là, laisse tomber, quoi. Putain. Ok. Ouais, ça a l'air complètement fou, hein. Home de champion, ça coûte 3, un artefact équipement encore, une rare, donc à équipement 1, la créature équipée gagne +2/+2, et tant que la créature équipée est légendaire, c'est-à-dire quasi tout le temps, elle a la défense talismanique, elle ne peut pas être la cible de sort ou de capacité que vos adversaires contrôlent. Ah c'est ça, ça n'a rien à voir avec artefact en fait, la protection talismanique, je pensais que c'était les protections de sources de créatures artefacts ou d'artefacts qui faisaient des dommages, mais non. C'est encore mieux, ça ne peut pas être la cible des sorts ou des capacités que vos adversaires contrôlent. Putain, c'est en train de la bomber moitié la carte. Ouais, parce qu'en fait, elles sont légèrement trop courtes. C'est complètement dingue. En tout, ça vaut 4, quoi, pour la mettre sur quelqu'un. D'accord, donc vous pouvez pas mettre de cap. Lui, il peut pas faire de kappa ou de sort directement sur votre créature, quoi. Par contre, on peut toujours viser l'équipement. Je pense. Donc on peut péter l'équipement et ouais. Bah, en même temps, c'est pas un enchantement. Il faut un pet artefact, un pet permanent peut la... Ouais, elle est pas mal, mais je préfère l'autre d'avant quand même. Automate de l'armurerie, ça coûte 3, c'est une créature artefact construction, bah, comme il en faut une dans chaque deck, elle est là. C'est une rare, une 2/2, à chaque fois que cette créature est... ou qu'elle attaque, vous pouvez lui attacher n'importe quel nombre d'équipements ciblés. Le contrôle de l'équipement ne change pas. Cette créature arrive... En fait, non, arrive et arrive en jeu, c'est le même terme. Bon, faudra que je vérifie quand même hein, sur ChatGPT ou autre. Mais 2/2 pour 3, quand elle attaque ou qu'elle arrive en gros en jeu, parce que ouais, c'est pas comme un commandeur, vous pouvez lui attacher n'importe quel nombre d'équipements. En payant le coup. Ah, je sais pas, dites-moi s'il faut payer le coup là pour automate de l'armurerie, on est à 37 minutes 20 là. Je suis pas sûr de bien comprendre. Décimation. On l'avait déjà. Non, on l'avait pas eu, je sais plus. Si peut-être. Ça coûte 4, donc 2 génériques, un rouge, un vert. C'est un rituel rare. Détruisez un artefact ciblé, une créature ciblée, un enchantement ciblé ou un terrain ciblé. Oui, c'est très fort. Je viens encore d'abîmer une carte. Hop là. Très fort, mais ouais, très fort, je suis pas sûr en fait. C'est juste dans les canons standards du coup. Parce qu'en plus c'est un rituel, donc non, ça gère un peu le board quoi. Il en faut des cartes comme ça quand même, parce que là, il mise tout sur les équipements et les créatures, mais... Elle est casseuse de figures professionnelles, donc ça coûte 3, donc 2 génériques en rouge, c'est une carte Unco, je crois, ou rare, je sais pas trop. Créature humain et guerrier, menace, donc c'est une 2/3, à chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, crée un jeton trésor, sacrifiez un jeton trésor, exilez la carte de dessus de votre bibliothèque, vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci. Ok. Là, c'est amusant. Ça fait un peu penser à tout à l'heure, vous savez, l'enchantement rouge, là, qui permettait de virer une carte du dessus. Ouais, ça joue un peu sur les mêmes plates-bandes. Ok. Escoufle enfer tyran. Ah, il en fallait une grosse. La voici. Créature dragon, c'est une carte rare. 6/5 pour 6, donc 4 génériques de rouge. Vol piétinement. À chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, acquérez le contrôle de tous les artefacts que ce joueur contrôle. Non, rien que ça, d'accord. Au début de votre entretien, si vous contrôlez au moins 20 artefacts, vous gagnez la partie. Ouais, il faut les avoir, hein, les 20 artefacts, hein, parce que déjà celui-là, il a l'air d'être très basé artefact. Bon, il y en aura pas plus de, j'imagine, 5 ou 6 par tour. Bon, les autres, ils vont en avoir 2 ou 3, on est loin de gagner. Hein. Mais ouais, c'est marrant. Bon, c'est un peu... pour 6, une 6/5, mais qui a le vol et piétinement, c'est déjà un bon ratio, je trouve. On est dans le bon plus, c'est pas non plus extrême comme carte, mais il a un game text assez drôle. Et surtout, on prend le contrôle de l'artefact dès qu'on le touche, quoi. Distorsion chaotique, c'est une carte Unco qui est un éphémère rouge, donc 2 génériques et un rouge. Le propriétaire d'un permanent ciblé le mélange à sa bibliothèque et révèle ensuite la carte du dessus de la bibliothèque. Si c'est une carte de permanent, il la met sur le champ de bataille.
Waouh, alors ça par contre, je voyais pas du tout ça arriver dans cette thématique. C'est un peu du qui tout double. Vous pouvez vous le faire sur vous, sur un adversaire. C'est une carte qui est un peu situationnelle. Je pense que ça pour 3, ça peut quand même gérer, les gens qui seraient indestructibles par exemple. Là on peut quand même demander juste au propriétaire de le mélanger, donc qu'il soit indestructible ou pas, c'est pas grave. C'est encore mieux de le faire sur une créature adverse qui serait équipée. Ça lui fait perdre du tour et du mana. Mais si on se le fait sur soi, je pense qu'il faut le faire vraiment quand on se voit crever, genre on a qu'un petit gars qui coûte pas cher et avec lequel on peut pas attaquer, parce que, voilà, X ou Y raison. Ou alors on peut se le faire sur soi quand quelqu'un a été nerfé chez nous, une créature que un adversaire a bloqué, vous savez, qui ne peut ni utiliser son game text, ni attaquer, ni défendre. Hop, on le remélange, s'il y a un permanent qui arrive, on le met, et ça peut tomber sur un truc mieux. Et si c'est pas un permanent, bah écoutez, c'est tant pis, l'autre elle était de toute façon inutile. Donc effectivement, à mon avis, elle est quand même assez intéressante, quoi, pour n'importe quel jeu en réalité, quoi. Victoire contre la Horde, c'est une carte qui coûte 8, c'est une carte rare rituelle, 6 générique de blanc, ce sort coûte 1 de moins à lancer pour chaque créature sur le champ de bataille, détruisez toutes les créatures. Ouais, bah c'est pareil, c'est une carte qu'on ne rêve pas d'avoir en main de départ, je pense, parce que ça coûte vraiment trop cher, et c'est situationnel aussi, donc là, sincèrement, hein, alors que ça a l'air d'être un jeu créature, sortir un truc pet créature, je suis pas sûr de l'utilité de la carte là-dedans, mais bon, pourquoi pas. Tâche inachevée, avec un joli artwork, ça coûte donc 5, 3 génériques de blanc, c'est un rituel rare, renvoyez une carte de créature ciblée sur le champ de bataille depuis votre cimetière, puis renvoyez, attaché à elle, jusqu'à 2 cartes d'aura et ou d'équipement ciblés sur le champ de bataille depuis votre cimetière. Des cartes d'aura ou d'équipement ciblés depuis le cimetière. Oui, d'accord, donc on le fait revenir avec des trucs, ok, qui même si ça lui est pas appartenu, ça revient dessus. Ça coûte 5 quand même, hein. J'ai tendance à penser que ça coûte cher. Vous pensiez pas pouvoir vous en sortir comme ça, après vous êtes mis les Turcs à dos, j'espère. Je sais pas, ça me donne pas plus envie que ça de jouer ça, mais bon, parce que je vois pas trop le... Là c'est surtout de l'équipement et puis des créatures qui gonflent, donc... Bah, c'est toujours bien, mais bon. Paladin de Puracier, c'est une créature humain et chevalier rare, 2-2 pour 2 blancs. À chaque fois qu'un équipement que vous contrôlez arrive, vous piochez une carte. Art des métaux. Les équipements que vous contrôlez ont équipement 0 tant que vous contrôlez au moins 3 artefacts. Oh, ah ouais. Alors ça, par contre, je pense que c'est une carte pivot. Ce que j'appelle les cartes pivots, c'est les cartes qu'il faut vraiment avoir sans qu'elles se fassent péter. Donc vous avez quand même des cartes comme ça pour la remonter après, mais ouais, ça, purée... Bon, après, si on a ça en main de départ, on attaque, on fait le boulot, et puis si elle meurt, mais... Ouais, c'est bien ça, hein. Purée, qu'est-ce que c'est bien. Je me rappelle, dans le temps, en 3ème, il y avait... Vous savez, le chevalier blanc, il y avait chevalier blanc, chevalier noir, c'était pareil, je crois que ça coûtait 2 blancs, et c'était juste un 2-2 qui faisait rien. Ah si, qui avait peut-être l'initiative, ouais. Enfin, c'est toujours la grande question de la dérivabilité, hein, comme dirait Ludo de Ludi World, la dérivabilité de la carte, en fait. Comment on peut la dériver pour lui donner des trucs aussi utiles pour le coût qu'elle a. Dissimulation astucieuse, ça coûte 4, c'est un éphémère rare, donc 2 génériques de blanc. Convocation, vos créatures peuvent aider à lancer sort, chaque créature que vous engagez en lançant sort paye 1, ou 1 mana de la couleur de cette créature. Ok. N'importe quel nombre de permanents non ciblés, non terrain ciblés que vous contrôlez, passe hors phase. Ok, traitez-les. Ça, c'était sous Mirage qu'il y avait ça. Ça remonte, hein. Traitez-les et tout ce qui leur est attaché comme s'il n'existait pas jusqu'à votre prochain tour. Ouais, je me rappelle avec les crocodiles là, hors phase. Donc du coup, ça... Ouais, ça n'existe plus, on les tournait comme ça. On les mettait de côté. Le tour d'après, hop, on les faisait revenir. Pour 4. Je sais pas trop comment voir ça. Je sais pas comment jouer ça correctement avec ce jeu-là. Enfin, je vois pas... Après, on découvre hein, au fur et à mesure qu'on est dans la partie, j'imagine, mais je vois pas pourquoi plus ce jeu-là aurait besoin de passer hors phase. Gardien de bronze, c'est une créature artefact golem qui coûte 5, c'est une rare, c'est 4 génériques et un blanc. C'est une étoile 5, double initiative, parade 2 à chaque fois que cette créature devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle. Contrecarrer ce sort ou cette capacité à moins que ce joueur ne paye 2. Oh,
Ah ouais, donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il veut vous faire quelque chose sur lui, eh ben il est obligé de payer 2 de plus, sinon c'est annulé. Ok. D'accord, c'est ça parade, ok. Les autres artefacts que vous contrôlez ont parade 2. Ok, donc ça c'est une carte pivot, clairement. La force de cette créature est égale au nombre d'artefacts que vous contrôlez. Bon. Ouais, j'ai tendance à penser que c'est quand même très bien. Et en plus, rien que la parade. Oh, ah ouais, alors ça, ouais, ça fait... Ça, c'est génial, ça. Protectrice du Bastion, c'est une créature humain et soldat rare qui est donc qui coûte 3, donc un blanc et 2 génériques, une 3-3. Les créatures commandant que vous contrôlez gagnent plus 2 et ont l'indestructible. Alors ça, est-ce que c'est pivot? Je sais pas, mais en tout cas c'est très utile. Parce que si vous l'avez, bah, vous donnez déjà une chance supplémentaire à votre commandant. Maintenant, elle, si elle part, bon, bah, ça enlève son pouvoir, hein, c'est sûr. Commandement d'austérité, ça coûte 6, c'est une carte rituelle rare, donc elle coûte 4 génériques de blanc, choisissez 2, donc 2 choses, détruisez tous les artefacts, ou détruisez tous les enchantements, ou détruisez les créatures dont la valeur de mana est inférieure ou égale à 3, ou détruisez toutes les créatures dont la valeur de mana est supérieure ou égale à 4. Ah, ça c'est pas mal pour la flexibilité. Maintenant je trouve l'effet vraiment trop cher, même si c'est 2. Après si on a que ça à faire, si le jeu est bloqué, pourquoi pas, mais bon, c'est une carte sauvetage, on va dire ça comme ça. Boulet de canon, bras mécanique. Donc ça, c'est barrette. Hein. Artefact légendaire équipement, c'est une rare. Elle coûte 2. Donc la créature équipée a une force et une endurance de base de 7-7 et ne peut pas être bloquée par des créatures avec une force inférieure ou égale à 2. Équipement de créature légendaire 3 et équipement 7. Ah ben écoutez, c'est génial. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Pour 5, en fait, vous êtes limite imbloquable. Et vous êtes une 7-7. Ah ouais, alors ça par contre... Ouais, bon, faut pas le mettre sur autre chose qu'une légendaire, je pense que ça coûte trop cher. Shuriken Fuga Titan, qui coûte 2, c'est un artefact légendaire équipement, c'est une rare. La créature équipée a, à chaque fois que cette créature attaque, engagé une créature ciblée que le joueur défenseur contrôle. Si cette autre créature a une force supérieure à cette créature, mettez sur cette créature un nombre de marqueurs +1/+1 égal à la différence, et équipement 2. Ouais, ça peut être marrant, je trouve ça légèrement chéros, c'est pas forcément une carte comme ça de contrôle, bah si, il n'y en avait pas vraiment, donc si, en équipement contrôle, oui, ça peut être pas mal, ok. Ah, on a Sephiroth, héros déchu. Ouais, je l'avais dans un starter, là, ils avaient fait des petits starters à 20 balles, bon, c'est pas le même Sephiroth, hein, ils font plein de versions différentes de chaque perso, parce qu'ils en profitent, quoi. Alors c'est une carte qui est une créature légendaire, humain et avatar et soldat, elle coûte 5, donc 3. Générique, un blanc et un rouge. Cellule de Genova. À chaque fois que Sephiroth attaque, vous pouvez mettre un marqueur cellule sur une créature ciblée. Jusqu'à la fin du tour, chaque créature modifiée que vous contrôlez a une force et une endurance de base de 7-5. Les équipements, les auras que vous contrôlez et les marqueurs sont des modifications. D'accord, jusqu'à la fin, chaque créature modifiée. Donc, tout ce qui est équipement, marqueur et aura. Ok. Donc équipement, c'est des Arthos. Ok. Chaque fois que Sephiroth attaque, vous pouvez mettre un marqueur cellule sur une créature ciblée. Et donc réunion 3, donc je paye 3, sacrifier une créature modifiée, renvoyer sur le champ de bataille, engager cette carte depuis votre cimetière. Oh là là, ouais d'accord. Donc lui il revient tout le temps. Alors, en fait, le marqueur cellule, jusqu'à la fin du tour, chaque créature modifiée contrôlée une créature 7-5. En fait, donc il attaque, et on peut mettre un cellule. Alors, en fait, le marqueur cellule, c'est aussi une modification, j'ai l'impression. Sinon, parce que là, ça sert à rien de marquer ça. Chaque créature modifiée. Donc, je pense que cellule, c'est une des modifications. Alors, il y a juste... Ah si, voilà. Et les marqueurs. Donc, marqueur cellule, c'est une modification. Oh là là, mon dieu. Oh, qu'est-ce que ça a l'air violent, quoi. On sacrifie une petite créature, par exemple, qui a été modifiée. On paye 3, il revient. Oh là là, purée. Ah ouais, alors ça, par contre, j'adore. Raid 13, fier protecteur, il est là, il coûte 3, c'est une créature légendaire bête et guerrier rare, une 3-3, donc un générique, un vert, un rouge. Vigilance, piétinement, donc il s'incline pas quand il attaque. Et
Et bien les autres créatures modifiées que vous contrôlez ont la vigilance et le piétinement. Donc voilà. Toutes les auras, équipements, marqueurs sont des modifications. Ça va commencer à devenir imblairable, hein, ce jeu. Avec Sephiroth, avec Red 13. Et sinon, il y a Mémoire Cosmos, quand Red 13 arrive, renvoyez une carte d'aura ou d'équipement ciblé depuis votre cimetière dans votre main. Ok, donc en plus, il récupère des trucs. Ok. Ah, bah on a un deuxième barrette, là. On avait un barrette rouge tout à l'heure. Bon, bah là, on a maintenant une créature légendaire humain et rebelle, qui coûte 4, donc 2 génériques, 1 vert, 1 rouge. C'est une rare, une 4-4, qui a portée. Donc pareil que l'autre, hein, il peut arrêter les volantes. Avalanche, à chaque fois qu'un équipement que vous contrôlez arrive, créez un jeton de créature 2-2 rouge rebelle. Au début du combat, pendant votre tour, attachez jusqu'à un équipement ciblé que vous contrôlez un rebelle ciblé que vous contrôlez. D'accord, donc gratos, j'imagine. Ok. Ouais, donc en fait, vous faites des jetons rebelles. Donc lui, il peut créer des... Putain, c'est bien, hein. Qu'est-ce que c'est bien. Aéris, elle est là, la vendeuse de fleurs. Alors, Aéris, dernière des anciens, elle coûte 2 génériques, 1 vert, 1 blanc. Créature légendaire humain, éclair et druide rare 3-5. Lien de vie. Vie au début de votre étape de fin. Si vous avez gagné des points de vie ce tour-ci, renvoyez une carte de créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Si vous avez gagné au moins 7 points de vie ce tour-ci, renvoyez cette carte sur le champ de bataille à la place. D'accord. Ouais, c'est pas mal, mais j'ai pas vu non plus que ça des créatures avec des liens de vie ou qui font regagner aux joueurs des PV, aux magiciens, quoi. Bon, faut voir. Matériel d'invocation, donc ça coûte 3, donc 1 vert et 2 incolores, enfin et 2 génériques. Artefact équipement rare, vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment. Tant que cet équipement est attaché à une créature, vous pouvez lancer des sorts de créatures depuis le dessus de votre bibliothèque, ok. La créature attachée gagne plus de plus 2 à vigilance et, je l'incline, j'ajoute 1 vert. Et équipement 2. Eh ben, c'est la violence. Voilà. Donc non seulement on joue avec une carte ouverte qu'on peut jouer n'importe quand, ou alors on sait ce qu'on va piocher, mais bon, l'adversaire sait aussi ce qu'on va piocher. Ça coûte 3, équipement 2, donc ça nous fait du 5. Après, elle gagne quand même plus 2, et elle peut générer un vert comme les elfes de Yanova. Professeur Ojo, yes. Alors c'est une 2-2, créature légendaire humain et scientifique qui coûte un vert et un incolore, enfin un générique. La première capacité activée que vous activez pendant votre tour, qui cible une créature que vous contrôlez, coûte 2 de moins à activer. Ok. Ok. À chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez devient la cible d'une capacité activée, piochez une carte, cette capacité se déclenche une fois par tour. Ouais, c'est très pratique, hein. Alors ça, pour réduire les coûts, là, tous les trucs là qui valent de... Alors je sais pas si équipement est une capacité, je pense que oui. Ouais, donc c'est déjà un équipement gratos, c'est 2 pour 2 qui fait tout ça, on pioche une carte en plus à chaque fois, putain c'est bien. Hein. C'est vraiment très bien. Ouais, Professeur Ojo, c'est cool. Hein. Bénédiction de la rivière de la vie, ça coûte 6, c'est une rare éphémère, donc 4 génériques de vert, piochez X cartes, X étant la force la plus élevée parmi les créatures que vous contrôlez au moment où vous avez lancé ce sort. Si ce sort a été lancé depuis l'exil, vous gagnez 2 fois X points de vie. Ok. Prédiction 5, pendant votre tour, vous pouvez payer 2 et exiler cette carte depuis votre main, face cachée, lancez-la. Pendant un autre tour pour son coup de prédiction. D'accord. Donc vous la mettez face cachée, l'autre sait pas ce que c'est. Ensuite, un tour subséquent, vous la payez pour 2, du coup, après avoir payé 4. Ouais, en fait, il faut payer, montrer que... Ouais, d'accord. C'est pour ça qu'il n'y a plus de brûlure de mana. En fait, vous cramez la carte. Ok, piochez X cartes. Donc si vous avez une bestiole cassette, vous piochez 7, et ensuite vous gagnez 7 points de vie, ou alors 14 points de vie si vous l'avez fait justement avec son coup de prédiction. Waouh. Bugenhagen, doyen des planétologues, ça coûte 2, donc un vert et un blanc, créature légendaire humaine et chaman, donc c'est une 1-3 rare, portée au début de votre entretien. Si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 7, piochez une carte, c'est donc je l'engage, j'ajoute un mana de la couleur de mon choix. C'est un peu la violence, hein, les effets. Hein. Putain, quand je me rappelle, dans les années, fin des années 90, ce que vous pouviez avoir comme bestiole pour 2, là, au maximum, c'était généralement une 2-3, une 3-2, une 2-2 avec un effet. Là, il y a une 1-3, mais avec 3 super effets. Enfin, une capacité et 2 effets, quoi. Donc, ouais, bah, c'est le fameux power creeping hein, qu'on peut déplorer dans plein de jeux.
C'est Yuffie, chasseuse de Materia. C'est une rouge, rare, créature légendaire humain et ninja. C'est une 3-3 pour 3. Une 2 générique, un rouge. Ninjutsu 2, donc un rouge et un incolore, enfin un générique. Renvoyez en main un attaquant non bloqué que vous contrôlez. Mettez sur le champ de bataille cette carte engagée et attaquante depuis votre main. D'accord, donc vous remplacez quelqu'un en gros quoi. Quand Yuffie arrive, acquérez le contrôle d'un artefact non créature ciblée, tant que vous contrôlez Yuffie. Puis vous pouvez attacher un équipement que vous contrôlez à Yuffie. D'accord. Bon. Alors par contre, on peut pas faire les deux en même temps. C'est soit on la joue pour son ninjutsu, mais elle arrive à poil. Ah bah non, elle arrive pas à poil, parce que quand elle arrive, on acquiert le contrôle d'une créature, enfin d'un artefact non créature, et on peut lui attacher. Ah ouais, non, c'est super violent. Donc vous avez une 1-1 qui attaque, puis au final vous faites tiens, je paye 2. Au final, c'est plus la 1, c'est celle-ci qui n'est. Oh là 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 là. Ah ouais, donc faut la jouer, ouais, en ninjutsu, faut la jouer automatiquement en phase d'attaque, puisqu'elle est marquée et attaquante, donc je pense que c'est ça, quoi. On récupère un attaquant non bloqué, ouais, c'est ça, et puis on met celle-ci à la place, qui arrive, qui s'équipe, et en plus qui tape plus fort, quoi, ok. Ah, c'est Vincent, yes! Dirge of Cerberus, je l'avais acheté au Japon, ça, ce jeu-là. Vincent, expiateur vengeur. Créature légendaire, assassin, elle coûte 3, donc 2 génériques, 1 rouge, c'est une 3-3 rare, menace à chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez inflige des dégâts, des blessures à un combat et à un joueur, mettez un marqueur +1/+1 sur Vincent. KO, à chaque fois que Vincent inflige des blessures de combat à un adversaire, il inflige autant de blessures à chaque autre adversaire si la force de Vincent est supérieure ou égale à 7. Ok, bon moi vu que je vais jouer à chaque fois en 1v1, ça on s'en fout. Mais au moins une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat, un joueur mettez... Ah ouais, ça veut dire qu'en plus vous pouvez, pour cette 3-3, attendre de la faire gonfler en attaquant avec d'autres, et il peut vite fait devenir pénible. Ah par contre il a menace. Ok. Magie ultime météore, donc c'est un rituel Unco, ou rare, j'arrive jamais à voir quand c'est une carte rouge. Peut-être c'est une Unco ça. Non, rare, c'est rouge, c'est jaune. Ça coûte 6, un rouge et 5, générique, la magie ultime. Météore inflige 7 blessures à chaque créature. Si ce sort a été lancé depuis l'exil, pour chaque adversaire, choisissez un artefact ou un terrain que ce joueur contrôle détruisez. Permanent, choisi. Prédiction 6, ok. Ouais. Et ensuite on le paye que 2. Pendant votre tour, vous pouvez payer 2, exiler cette carte depuis votre main face cachée. Ah non, on paye 5 et plus 1. Bon, on paye le même coup en fait, mais on le met en exil et on le ressort, ok. Et si, alors c'est 7 créatures à chaque créature, 7 blessures à chaque créature, mais s'il a été lancé en exil, pour chaque adversaire, choisissez un artefact ou un terrain. Ok, d'accord. Donc on pète aussi un artefact ou un terrain en plus. Ouais, c'est un peu moyen, je trouve. Et puis en plus, ça doit nous viser, nous aussi, quoi. Parce que c'est chaque créature. Ça, je trouve ça trop violent, quoi. Ou alors, il faut des trucs indestructibles. Enfin, c'est une carte situationnelle qui coûte cher pour nous péter la gueule. Je suis pas si fan que ça. Alors, voici une saga invocation Kujata, ça coûte 6, c'est une créature enchantement saga et bovidé, c'est une 7-5, piétinement, célérité, unco ou rare. Donc 1 rouge et 5 génériques. En 1, première étape, foudre, ciblée jusqu'à 2 créatures. Ces créatures infligent 3 blessures à chacune d'entre elles. Ok. Glace, 2, jusqu'à 3 créatures ciblées. Ne peuvent pas bloquer ce tour-ci. Ça, c'est très cool. Et ensuite, 3 feux, défaussez-vous d'une carte, puis piochez 2 cartes. Quand vous défaussez d'une carte de cette manière, cette créature inflige un nombre de blessures égal à la valeur de mana de cette carte de chaque adversaire. Ah, chaque adversaire. Ah ouais. Oh. Ah ouais, c'est fort. En plus, c'est 6, c'est une 7-5 piétinement célérité. Au bout de 3, bah après, ça vire, quoi. Sacrifié après 3. Ok, ben... très fort. Là, pour le coup, ouais, même si ça coûte un peu de pognon, tous les effets sont très, très cool. Kiteseat, diseuse de bonne aventure. 10 heures de bonne aventure, c'est génial. Alors, chaque créature artefact légendaire, chat et mog, rare, 3-3 pour 4, donc 1 rouge et 3 génériques. Bandit manchot, au début du combat pendant votre tour, regard 1, puis exilez la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci. Quand vous exilez une carte de cette manière, une créature ciblée que vous contrôlez gagne plus 6, plus 0, jusqu'à la fin du tour, X étant la valeur de mana de la carte. Ah oui, donc si vous sortez un truc cher, vous allez pouvoir bien attaquer.
Surtout s'il y a du piétinement derrière, ou du vol, des trucs comme ça. Laissez-moi vous dire la bonne aventure, je me rappelle de Kite Seed, putain. Ah ouais, génial qu'il l'ait mis. Putain, enfin, là, je m'en rappelais pas avant de le sortir. Ça remonte dans ma mémoire, là, comme ça, c'est excellent, quoi. Mais c'est marrant, hein, Magic, ils ont vraiment fait une nouvelle zone, l'exil, quoi. Avant, il y avait dégagé du jeu, enfin, ne va pas dans le cimetière, elle est complètement sortie, comment ils appelaient ça Elle était rangée dans la boîte, quoi, en gros. Et là, effectivement, ça fait quelques années qu'ils ont sorti, ça fait quelques temps, maintenant, une petite vingtaine d'années, je pense, qu'ils ont sorti ce terme exilé. Mais on voit bien que ça marche comme deux zones de cimetière. Vous avez le cimetière normal et le cimetière exil. Alors qu'avant exil, c'était en gros, on n'y rejouera plus. En fait, là, il y a plein de trucs que vous pouvez rejouer depuis l'exil, quoi. Avalanche du secteur 7, yes. Humain et rebelle créature légendaire, donc rare. Une X3, menace. La force d'avalanche du secteur 7 est égale au nombre d'artefacts que vos adversaires contrôlent. À chaque fois qu'un adversaire active une capacité d'artefact qu'il contrôle, avalanche du secteur 7 afflige une blessure à ce joueur. Donc ça coûte 3. C'est moyen. Parce qu'on n'est pas sûr que l'autre joue des artefacts, donc c'est très moyen, quoi. Pour 2 génériques et un rouge. Après, c'est sûr que s'il a le malheur d'en jouer, à chaque fois qu'il active une capacité, ça lui fait des dommages, on est d'accord. Une carte rare éphémère magie ultime lumière qui coûte 2 génériques et un blanc. Les permanents que vous contrôlez acquièrent l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Si ce sort a été lancé depuis l'exil, prévenez toutes les blessures qui devaient vous être infligées ce tour-ci. Il a prédiction 3 avec payer 2. Ok. Ok. Ouais, c'est le même coup en fait, c'est juste que vous pouvez éviter des blessures ensuite. Je sais pas trop comment penser ça, c'est situationnel aussi, c'est un rasboard situationnel. Ouais. Il y en a plusieurs quand même là-dedans, hein. Il y en a au moins 2 ou 3. Programme militaire soldat qui coûte 3. Bah, par contre, on n'a pas eu tous les persos, hein. Donc enchantement rare, ça coûte 1 blanc et 2 génériques. Au début du combat, pendant votre tour, choisissez l'un. Si vous contrôlez un commandant, vous pouvez choisir les 2 à la place. Créez un jeton de créature 1 blanche soldat. Ou alors cibler jusqu'à 2 soldats que vous contrôlez, mettez +1/+1 sur chacun d'entre eux. Ok, donc ça nous crée du soldat, on le fait régulièrement, enfin en fait on le fait à chaque tour, quoi. Ouais, c'est pas mal. On peut même faire les 2 si on a le commandant, ouais, c'est bien ça, j'aime bien. À installer très tôt dans la partie, ça peut être vraiment très cool. On a l'aérocombattant, qui est une créature humain et soldat normale, rare, qui coûte un blanc et un générique. C'est une 1-2 qui a le vol. À chaque fois que cette créature attaque, une autre créature attaquante ciblée acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Les capacités d'équipement que vous contrôlez qui ciblent cette créature coûtent 2 de moins à activer. Ok. Bon, oui, mais bon, c'est fragile comme tout. Après, c'est une créature vol. Ouais, c'est une autre créature vol quand même, c'est pas si mal. C'est pas si mal parce que vous imaginez une très grosse qui l'a pas, lui donne. Non, c'est bien, c'est bien. Une assez bonne carte. Heidegger, 4 de la Shinra, qui coûte 3 génériques et un blanc. Créature légendaire humain et soldat rare. C'est une 3-3 au début du combat pendant votre tour. Une créature ciblée que vous contrôlez gagne plus X plus 0 jusqu'à la fin du tour. X étant le nombre de soldats que vous contrôlez. Bah, justement, avec l'autre truc là qui crée des soldats là derrière, programme militaire. Au début de votre étape de fin, créez un nombre de jetons de créatures 1 blanche soldat égale le nombre d'adversaires qui contrôlent plus de créatures que vous. D'accord, puis en plus de ça, ça vous permet de générer, voilà, ça gonfle vos effectifs. C'est pas si con ça, hein. Franchement, là les dernières cartes, les 2-3 dernières cartes là qui vont ensemble, j'aime beaucoup. Je pense qu'on va avoir pas mal de créatures, de jetons créatures soldats. Elena, nouvelle recrue des Turks, qui coûte donc 3, 1 blanc et 2 génériques, créatures légendaires humains et assassins rares, une 1-4. Quand Elena arrive, renvoyez une carte historique non assassin ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Les artefacts, les légendaires et les sagas sont historiques. À chaque fois que vous lancez un sort historique, mettez un marqueur +1/+1 sur Elena. C'est vrai qu'ils ont trouvé un... Il y a encore 3 cartes là, je crois. 2 cartes. Ils ont trouvé un terme pour déterminer, voilà, tout ce qui n'est pas enchantement ou créature, en gros. Ni terrain, quoi. Donc saga, légendaire, enfin si, ça peut être aussi du légendaire. Créature légendaire, artefact. Euh, Ça vous permet de faire revenir au moins quelque chose dans votre main, vous le repayez, mais elle va gagner à des marqueurs à chaque fois, elle gonfle un peu, c'est sympa. C'est sympa, j'aime bien. Le dessin est cool en plus, je ne vais pas montrer de près, mais ouais, c'est pas mal.
Après, c'est pas avec une carte comme ça qu'on attaque rapidement, mais bon, elle sert pas qu'à ça, elle, c'est ça le truc. Elle sert à récupérer les historiques. Transcendance de Cloud qui coûte 2, donc c'était un éphémère rare, donc un générique et un blanc. Niveau de difficulté, choisissez un coup supplémentaire, donc taillade croisée, pour 0, détruisez une créature engagée ciblée. Lame irridiante, pour 1, détruisez n'importe quel nombre de créatures engagées ciblées avec des contrôleurs différents. Ah ouais? Détruisez n'importe quel nombre de créatures engagées ciblées avec des contrôleurs différents. Oui, d'accord. Parce que si vous le faites en attaque, l'autre n'est pas... Ah bah si, vous pouvez lui péter des trucs, mais vous vous pétez des trucs à vous aussi. Bah, ça me paraît fort, c'est-à-dire que vous pouvez vous choisir une seule créature chez vous qui sera engagée, qui aurait attaqué, par exemple. Vous attaquez avec une bouge, le mec il a 3 créatures en face qui sont engagées, vous pouvez lui péter les 3. Oui, moi je comprends ça comme ça, peut-être que je comprends mal. Omnifrappe, ça coûte 4, donc un blanc et 3 génériques, détruisez toutes les créatures engagées. Ok, bon. Ça y va au niveau du rasboard, hein. Y en a eu plusieurs là déjà, que ce soit des races créatures, du rasboard, du race permanent. Ça m'a l'air d'être assez bourrin. Au final, ça fait partie, c'est une constituante de ce jeu-là, j'ai l'impression. Et la dernière, Seed. Ah ouais, on n'a pas eu Jeff, Biggs, etc. Mais on a Seed, pilote affranchi, qui est une créature 2-2 pour 2, un blanc et un générique, créature légendaire humain et guerrier et pilote rare. Les sorts d'équipement et de véhicules que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. C'est cool. Saut pendant votre tour, Seed à le vol. Ok, et pour 2, je l'engage, envoyez une carte d'équipement ou de véhicule ciblé depuis votre cimetière dans votre main. Donc nous, on n'a pas de véhicule dans ce jeu, je crois. Il n'y a pas de moto, il n'y a pas d'avion, et rien. Mais ça nous permet de récupérer de l'équipement en gros, celui-là. Donc il est pas mal, mais bon, il est un peu faiblard quand même, hein, faut dire. Il est un peu faiblard et c'est dommage parce que pour le coup, ça récupère de l'équipement. La fille d'avant, Elena, elle récupère potentiellement des équipements légendaires, mais il n'y en a pas tant que ça. Il y a le truc de barrette, je crois qu'ils sont 2 ou 3 les équipements légendaires. Donc oui, c'est cool. Et donc maintenant, on a plusieurs choses. Alors, prédiction, ça vous rappelle un petit peu... Ah, qu'est-ce que ça sent bon. Après avoir prédit une carte, vous pouvez mettre la carte exilée ici, vous pouvez la lancer pendant un autre tour que pour son coup de prédiction. Ouais. Ok, avec du trésor. Les rebelles, oh, elles sont classe. Elles sont vraiment sympas. J'aime bien le design en fait de la personne dessus là. Cette espèce de rousse. 2-2, ouais. Créer jeton rebelle. Ouais, c'est ces barrettes qui les fabriquent ceux-là. Ok. Et donc de l'autre côté, ouais, on en a pas mal, hein, purée. On en a pas mal. Et bah, de l'autre côté, bah, bien entendu, il y a les soldats. C'est les deux seules options en fait que vous pouvez créer. Rebelle 2-2 ou soldat 1-1. Génial. Franchement, ils représentent bien FF7. Il y a Red 13, il y a Seed. Ouais. Alors, j'ai pas ressorti mon Brady Game, mais je sais plus qui c'est qu'il y avait d'autres. On fera le bilan un jour. Je vais sortir mes vieux Brady Game, je vous montrerai. Ouais, parce que je parle de vieillerie quand même sur cette chaîne, hein, faut pas déconner. Bon, allez, je crois que bah, c'est tout. On a fait combien? 1h07, un petit peu plus long que Tidus. On a fini les 4 decks. Faudrait que je les essaye, je repasserai vous dire ce que j'en ai pensé. Mais pour l'instant, je pense que c'est toujours Tidus qui m'intéresse le plus. Ensuite celui-ci, ensuite Terra et ensuite Y'shtola. Bon, voilà, bah écoutez, je pense que c'est tout, je vais vous laisser avec ça, ça fait déjà trop longtemps, je vous souhaite une très bonne fin de journée, portez-vous bien, c'était FF7 avec Cloud, Transcendance pour Magic, l'exécrable jeu Magic. Ciao ciao.